Rien n'est impossible à celui qui essaye. Bonjour à tous. Après une assez longue absence de presque un an, je vous reviens avec cette vidéo promise en français l'année dernière sur l'histoire d'Alexandre le Grand. Plutôt que d'expliquer ici pourquoi j'ai été si occupé, je vais le faire sur Facebook et vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers ma page Facebook. Comme vous l'avez entendu au départ, j'ai un invité aujourd'hui. Sans doute que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, Paris ASMR, qui va lire pour nous quelques phrases, quelques citations attribuées avec toute la prudence requise, puisque on parle d'une histoire vieille de 25 siècles à Alexandre le Grand. Comme toujours, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous faire rêver, va vous détendre. Et si vous le souhaitez, je vous invite à fermer les yeux, à mettre vos écouteurs et à simplement nous laisser, Paris ASMR et moi, vous guider dans cette histoire extraordinaire, celle de l'un des conquérants les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Je ne crains pas une armée de lions conduite par un mouton. Je crains une armée de moutons conduite par un lion. Notre histoire commence au IVe siècle avant Jésus-Christ, en -356, l'année de naissance d'Alexandre. C'est un prince, le fils du roi de Macédoine, Philippe II. La Macédoine étant un royaume situé au nord de la Grèce actuelle. Le monde, perçu par les Grecs à cette époque, était profondément différent du nôtre, à la fois plus petit, puisqu'il ne connaissait qu'une partie de la planète, mais il pouvait paraître gigantesque, bien plus grand, puisqu'on pouvait voyager des mois à l'intérieur de ce monde pour aller d'un point à l'autre. Les Grecs connaissaient la Méditerranée et ses rivages, l'Égypte, l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Espagne et à Gibraltar. Ils connaissaient au nord de la Grèce les Balkans et à l'est le Moyen-Orient actuel qu'ils appelaient l'Asie. Les peuples et les terres qui n'appartenaient pas au monde grec étaient qualifiés par les Grecs de barbares, c'est-à-dire étrangères, extérieures, non civilisées au sens grec du terme. Et le cœur de ce monde grec était une région relativement petite qui correspond au sud de la Grèce actuelle, où avaient émergé des cités indépendantes les unes des autres, telles qu'Athènes, Sparte, Thèbes, Olympie. Ces cités avaient fondé leurs propres colonies tout autour de la Méditerranée, y compris dans la Méditerranée occidentale. En France, par exemple, Marseille, qui a été fondée par les Phocéens, des habitants de la ville de Phocée, qui faisait partie des cités grecques et qui était située sur la côte actuelle de la Turquie. Mais même s'il y avait un sentiment d'appartenance à une même civilisation, voire à un même peuple, les cités grecques étaient très fragmentées politiquement, en opposition et souvent en guerre les unes contre les autres. Le cœur historique de ce monde grec, qui était plutôt le sud de la Grèce actuelle, voyait avec un peu de mépris les Macédoniens, qui eux étaient plus au nord, éloignés de ce cœur historique, et qui étaient considérés par l'élite des cités grecques comme moitié grecs, moitié barbares, pour ainsi dire. Mais plusieurs décennies avant la naissance d'Alexandre, au 5e siècle, le monde grec commence à être confronté à une énorme menace venue de l'Orient, avec la montée en puissance de l'Empire perse, ou Empire achéménide, du nom de la dynastie qui était à sa tête.
l'Empire perse, c'est l'un des plus grands et des plus étendus de l'Antiquité. À partir d'un cœur situé en Perse, en Iran actuel, sa capitale était Persépolis, il s'est étendu dans toutes les directions, vers le nord, vers l'est avec l'Inde, vers l'ouest. Il s'était emparé de tout le Moyen-Orient jusqu'en Turquie, jusqu'en Égypte. Et la puissance militaire, la population de cet empire perse était incomparablement plus grand que les forces des cités grecques. Pour essayer de résister à cette menace, alors que les Grecs se trouvaient sur les marges de l'empire perse, pendant l'enfance d'Alexandre, son père, Philippe II, entreprend d'agrandir son royaume dans toutes les directions, y compris vers le sud et les cités grecques, qu'il rêve d'unifier pour faire front à cette menace des Perses. On sait très peu de choses sur l'enfance d'Alexandre. Il y a eu tellement de mythes, de légendes créées de son vivant ou après sa mort, qu'il est assez difficile de faire la part du vrai et du faux. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il reçoit une très bonne éducation. Il est familiarisé avec la culture grecque classique, avec les mythes, avec la littérature. Il a un précepteur extrêmement célèbre, le philosophe Aristote, et on l'élève dans l'idée que sa famille a des origines divines ou héroïques, qu'il est apparenté à Zeus par son père et au héros Achille par sa mère. On ne sait pas exactement à cette époque à quel point les familles royales croyaient dans ce genre d'origine prestigieuse, ou si elles les utilisaient simplement pour des raisons de propagande, mais en tout cas ça a pu lui donner suffisamment de confiance dans son destin pour accomplir les exploits qui allaient suivre. Si grands sont les dangers que j'affronte pour gagner en prestige à Athènes. Alors qu'Alexandre est encore adolescent, il est associé très rapidement au pouvoir par son père Philippe II pour le préparer à son futur rôle de roi de Macédoine. Il reçoit également un commandement militaire. Par exemple, alors qu'il n'a encore que 18 ans, en 338 avant Jésus-Christ, il participe à une bataille contre la ville grecque de Thèbes et contribue à la victoire des Macédoniens. Mais alors qu'il n'a encore que 20 ans, en 336 avant Jésus-Christ, son père est assassiné et Alexandre monte sur le trône de Macédoine. Il hérite de son père d'un monde grec qui a été quasi entièrement unifié, les cités grecques ayant fini par accepter la tutelle ou l'alliance avec la Macédoine. Mais très vite, Philippe II étant mort, elle se révolte contre les Macédoniens pour essayer de reprendre leur indépendance. Et un des premiers actes d'Alexandre, le nouveau roi, sera à nouveau d'entrer en guerre contre les autres cités grecques pour leur imposer, pour renforcer son autorité. Il bat à nouveau les Thébains et pour bien faire comprendre aux Grecs que sa volonté va s'imposer désormais, fait entièrement détruire la ville de Thèbes. Une fois que la sphère d'influence de la Macédoine a été pacifiée, il est temps pour lui de poursuivre le projet de son père, d'entrer en guerre avec les Perses. Et dès 334, alors qu'il a 22 ans désormais, il débarque en Anatolie, qui est la Turquie actuelle, à la tête d'une armée de 30 000 hommes, ce qui est extrêmement peu, on va le voir, par rapport aux armées perses. Et il commence une épopée qui va le voir parcourir plus de 10 000 kilomètres, fonder des villes, faire des découvertes,
et créer l'empire le plus grand que le monde ait jamais connu à cette époque. Souvenez-vous que de la conduite de chacun dépend le destin de tous. Voyant que leur frontière est menacée par le débarquement des Macédoniens, les Perses rassemblent les armées dont ils disposent en Anatolie et se portent à la rencontre d'Alexandre. Il y a une première bataille qui s'appelle la bataille du Granique, dans laquelle Alexandre remporte la victoire contre une armée de taille comparable à la sienne, ce qui lui permet de libérer les cités grecques de la côte anatolienne, de la côte turque actuelle, et lui ouvre temporairement le chemin vers le reste de l'Anatolie. Son projet est maintenant de se porter vers le sud, vers l'Égypte, qui est une conquête relativement récente des Perses. Mais cette fois, l'Empire perse a eu le temps de rassembler ses moyens, de contrer cette menace d'invasion, et alors que Alexandre est en chemin vers l'Égypte, une armée perse, cette fois beaucoup plus grande, elle est 4 à 5 fois plus nombreuse que l'armée macédonienne, et commandée par l'empereur perse en personne, Darius, va intercepter les Grecs et donner lieu à une des plus grandes batailles de l'Antiquité. C'est la bataille d'Issos qui a lieu en Syrie, dans laquelle, face à une armée bien plus grande, Alexandre fait éclater son génie militaire en utilisant au mieux la vitesse de la cavalerie, en positionnant mieux ses troupes, en faisant qu'elles combattent plus efficacement, en leur insufflant du courage et de la volonté par son charisme. Il parvient à mettre en déroute les Perses et même à capturer la famille de l'empereur qui voyageait avec l'armée, à s'emparer d'un gigantesque trésor qui lui aussi voyageait avec l'empereur perse. Et à la bataille d'Issos, l'une des deux plus célèbres de l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, Alexandre fait rentrer son nom dans la légende. Il n'est plus seulement une lointaine menace à la frontière de l'Empire perse, il devient une menace mortelle qui a humilié l'empereur le plus puissant de l'époque. La bataille d'Issos et la débandade des Perses a ouvert le chemin de l'Égypte à l'armée macédonienne qui poursuit sa campagne, et Alexandre va s'emparer facilement de l'Égypte, où il sera vu par beaucoup comme un libérateur, alors que les Perses étaient impopulaires et perçus comme des occupants. Le ciel ne peut pas contenir 2 soleils, pas plus que la terre 2 mètres. À seulement 25 ans, Alexandre a déjà acquis un prestige gigantesque. Il contrôle maintenant toute la côte orientale de la Méditerranée et l'Égypte, et en 331 avant Jésus-Christ, il se fait proclamer pharaon d'Égypte, en remplacement du satrape perse qui dirigeait auparavant la province. L'Empire perse était partagé en provinces qu'on appelait des satrapies, et à la tête de chacune de ces provinces, représentant l'empereur, il y avait un satrape, donc un gouverneur de l'Empire perse. Pendant ce séjour en Égypte, où il va tout faire pour devenir le nouveau monarque de l'Égypte, il fonde la cité d'Alexandrie. Il a en fait fondé beaucoup de cités qui s'appelleront Alexandrie, mais celle-là va devenir la plus prospère et la plus célèbre d'entre elles. Elle va devenir une des cités les plus brillantes de l'Antiquité. Ce sera la capitale des Ptolémées en Égypte après la mort d'Alexandre. J'en parlerai à la fin et j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Cléopâtre. Alexandrie va devenir un centre culturel et politique très important. Encore de nos jours, c'est la 2e ville en Égypte. On sait très peu de choses sur l'apparence physique d'Alexandre. On sait qu'il avait les yeux vairons, de couleur
différentes l'un de l'autre. On peut imaginer également qu'il devait avoir une apparence assez athlétique pour avoir, depuis sa plus tendre enfance, été entraîné, avoir participé à des batailles. Il était entouré d'un groupe d'amis, de généraux, qui avaient sensiblement le même âge que lui. Ils faisaient tous partie de la génération montante de la noblesse macédonienne, et en particulier parmi ses amis, il y en avait un qui lui était particulièrement cher, Héphaïstion, un autre noble macédonien. On ignore la nature exacte des relations entre Alexandre et Héphaïstion. Ils ont peut-être été de très très bons amis ou peut-être amants. On ne le sait pas et il n'y a pas de preuve dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il qu'à l'époque, dans la Grèce antique, l'existence d'une liaison homosexuelle n'était pas un problème particulier pour un fils de roi tant qu'il se mariait et qu'il donnait des héritiers à la couronne. Et au cours de sa vie, Alexandre se mariera 2 fois et aura au moins 2 enfants. Mais alors qu'il contrôle maintenant solidement l'Égypte, la menace perse n'a pas disparu. Après sa défaite à Issos, l'empereur Darius s'est replié vers la Mésopotamie, qui correspond à peu près à l'Irak actuel, vers la ville de Babylone, et il a commencé à reconstruire une armée pour reconquérir la partie occidentale de son empire qui a été capturée par Alexandre. À nouveau, Alexandre va décider de passer à l'offensive, malgré l'infériorité numérique considérable qui est la sienne, et au printemps de l'année 331, il n'a toujours que 25 ans, il part en campagne à nouveau vers l'Irak, vers le cœur du Moyen-Orient et de l'Empire perse, pour affronter une deuxième fois l'empereur Darius. Ce deuxième choc des titans va avoir lieu cette fois dans le nord de l'Irak, à la bataille de Gaugamélès. Nos ennemis sont les Mèdes et les Perses, des hommes qui depuis des siècles ont vécu dans la douceur et le luxe. Nous, Macédoniens, avons été entraînés depuis des générations à la rude école du danger et de la guerre. Cette fois, avec cette nouvelle bataille, les Perses espèrent bien en finir avec Alexandre, détruire son armée, reconquérir les territoires perdus, reconquérir aussi leur prestige et leur honneur. Pour Darius, c'est une question vitale, et ils ont préparé le terrain de la bataille. Ils ont eu le temps aussi de rassembler la plus grande armée possible, et à nouveau, la différence numérique entre les forces d'Alexandre et les forces de Darius est considérable. L'armée d'Alexandre, qui s'est légèrement renforcée, compte de 40 à 50 000 hommes, y compris la cavalerie, alors que les Perses sont, du moins c'est une estimation, autour de 300 000. Ce sont des effectifs gigantesques. Pour vous donner une comparaison, les plus grandes batailles du Moyen-Âge en Europe rassemblaient 10 à 15 000 combattants, en comptant les deux côtés. Et en Occident, il faudra attendre les guerres napoléoniennes pour revoir des armées de plus de 100 000 hommes se présenter sur un champ de bataille. À nouveau, grâce à son génie militaire, Alexandre remporte la victoire à Gaugamélès. Il humilie une deuxième fois l'empereur Darius, qui est obligé de fuir vers les montagnes de Perse, d'Iran, où il va être assassiné quelque temps plus tard. Après la bataille d'Issos en Syrie dont on a parlé auparavant, cette deuxième bataille est l'autre grand fait d'armes d'Alexandre, puisque après cette victoire éclatante, l'Empire perse est définitivement battu. Il s'effondre et garantit à Alexandre la victoire définitive. Les 2 années suivantes, de 330 à 328 avant Jésus-Christ, sont consacrées à la pacification du cœur de l'ancien cœur de l'Empire perse, l'actuel Iran. Et comme dans les autres régions qu'il a conquis,
Alexandre n'essaye pas d'imposer une culture grecque ou une religion, mais remplace simplement l'administration antérieure, les satrapes perses, par de nouveaux gouverneurs grecs, et tout en respectant les croyances et les coutumes locales, se fait ainsi admettre comme nouvel empereur. Il lance également une campagne vers l'Asie centrale, une région qu'on appelle la Bactriane, qu'il va également soumettre et où il va rencontrer sa première femme, dans ce qui semble avoir été un mariage d'amour. Elle s'appelait Roxane, et c'est avec cette princesse de Bactriane qu'il aura son premier enfant, du moins le premier qui nous soit connu et qui ait été officiel. En 327 avant Jésus-Christ, Alexandre entend poursuivre, toujours pousser plus loin les conquêtes, et cette fois il s'attaque à l'Inde, au nord-ouest de l'Inde, la région du Pendjab, qu'il va également envahir, même si ses victoires militaires sont moins brillantes que lors de la campagne contre les Perses, et ce sera là l'extension maximale de son empire, puisqu'arrivé au nord-ouest de l'Inde, son armée refuse d'avancer plus loin, épuisée par des années et des années de combats, d'invasion toujours plus loin vers l'est. Alexandre repart en arrière, il n'a que 30 ans, et déjà c'est une légende vivante. Il est adoré comme un dieu, de l'Égypte à l'Iran. Son empire est le plus grand que le monde ait connu à cette époque, encore plus grand que l'empire perse avant qu'il commence à l'envahir. Il s'étend de la mer Adriatique jusqu'à l'océan Indien, de l'Asie centrale jusqu'à l'Égypte. On peut seulement imaginer l'incroyable aura de puissance, d'invincibilité dont Alexandre devait bénéficier à son époque. Mais alors qu'il est au sommet de sa puissance, en 323 avant Jésus-Christ, il a 33 ans. Tout va se terminer brutalement, de façon presque absurde. Il tombe malade alors qu'il est à Babylone, dans ce qui est à peu près le centre géographique de son empire, et après une dizaine de jours d'agonie, il meurt. Son empire est trop jeune, trop fragile pour lui survivre, et il va être immédiatement partagé entre ses principaux généraux. C'est comme ça qu'une dynastie grecque, les Ptolémées, va se retrouver à la tête de l'Égypte, et que, pour parfois seulement quelques décennies, des souverains grecs vont régner sur les différentes parties de l'empire d'Alexandre. Mais son héritage est bien plus grand culturellement et politiquement que ne le laisse penser la brève existence de cet empire construit par un conquérant. Après Alexandre, tout l'est de la Méditerranée, l'Égypte, la Turquie, la Syrie, la Mésopotamie, l'Iran et même l'Inde reçoivent une présence culturelle grecque qui va rester importante pour les siècles suivants. Des dynasties vont se construire sur les ruines de son empire, et surtout il va rester dans les mémoires comme l'archétype du conquérant, de l'homme qui a un destin presque prométhéen, presque divin. Les futurs conquérants, que ce soit César, Gengis Khan, Napoléon, vont être systématiquement comparés à Alexandre. Chez les historiens de la Grèce antique, on distingue une période dite de la Grèce classique, c'est-à-dire quand le monde grec est encore limité à la Grèce avec ses extensions coloniales autour de la Méditerranée, à une période qu'on appelle hellénistique, qui est justement celle qui suit l'expansion d'Alexandre, où la culture grecque se propage, se projette partout autour de la Grèce, pour marquer profondément
tout le reste de l'Antiquité. Évidemment, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça n'est qu'une introduction et j'espère qu'elle vous donnera envie d'en découvrir et d'en savoir plus. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.